Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une parole importante ce soir dans À l'air libre. Vous me regardez dans les yeux, on est en 2020 et vous me traitez de sale nègre. Moi, personnellement, je ne suis pas un sale nègre. 2 mois après son tabassage par la police, le producteur de musique Michel Zecler parle à David Perrotin. Vous l'entendrez en longueur dans un instant. L'image du jour est celle d'un départ. 45th President of the United States and First Lady Melania Trump walking to Marine One for their last ride. Exit Donald Trump, place à Joe Biden à la tête des États-Unis. Il est investi aujourd'hui. On en parle avec l'historienne Maya Kandel et notre journaliste à Washington, Alexis Buisson. Bienvenue dans À l'air libre. Les images ont été vues des millions de fois et elles ont particulièrement choqué. Celle du producteur de musique Michel Zecler, passé à tabac par des policiers dans son studio le 21 novembre dernier. Salut David, c'est toi qui avais révélé cette affaire à Loopsider et depuis tu es resté en contact avec Michel Zecler. 2 mois après les faits, il reprend donc la parole pour la première fois. Oui, Michel a accepté de revenir sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, sur sa vie, sur ses difficultés et sur ce qu'il attend de la suite. Avec Yumni Kezouf, on avait rendez-vous dans un château du Val d'Oise, dans le cadre d'un tournage d'un clip de rap dirigé par son associé Valérie Atlan. Alors je précise que Michel est toujours en arrêt de travail, mais il est là en tant qu'observateur passionné, et pour ne pas devenir fou, nous a-t-il dit. Car même s'il se mêle de l'esthétique du clip, il ne peut toujours pas travailler, ses blessures sont importantes. En plus d'une grave plaie au crâne qu'il avait eue à l'époque, il a aujourd'hui le tendon du bras sectionné. Il doit porter en permanence une prothèse de rééducation et est encore sous antidouleur. Et les blessures ne sont pas que physiques. Tout ce qui est visible, j'ai envie de vous dire que tout ce qui est visible va un petit peu mieux avec le temps. Après, les réels problèmes que je rencontre sont ceux que j'attendais pas finalement. C'est plus, ça se passe plus dans la tête qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire ? Là, je suis suivi par un psychiatre et je ne cache pas que ça me gêne un peu d'en parler, mais c'est que c'est pas facile en fait psychologiquement. Il y a toujours certaines craintes que j'ai et que je ne maîtrise pas en fait. Un exemple, c'est que la dernière fois, j'ai des policiers qui sont venus me demander un renseignement de manière très polie. Mais j'avoue, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'uniforme, mon cœur s'est mis à s'emballer un petit peu. C'est des réactions que je ne maîtrise pas forcément. Mais voilà, c'est dû à ça, quoi. Il faut pouvoir arranger ce qu'on ne voit pas. Et c'est un petit peu plus compliqué que le reste. Je me demande souvent, vu que pour réparer, pour me soigner, on me dit il faut que tu oublies. De l'autre côté, la justice a besoin de faire son travail, donc on me demande de me replonger là-dedans, de regarder encore ces images qui me font énormément de mal. Donc c'est pour la justice, donc je fais le truc, mais au bout d'un moment, à quel moment moi je peux réellement me soigner, réellement? Je voudrais tourner la page. Moi, si j'attends quelque chose aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement tourner la page. C'est que j'aimerais, après je suis peut-être un rêveur, mais j'aimerais que quand même on arrive à se rendre compte que ils ont peut-être fait un peu plus que déconner, quoi. Et si Michel Zecler parle de policiers qui déconnent, c'est qu'il fait référence aux propos du ministre de l'Intérieur. C'était le soir même de la révélation des faits au JT de France 2. Le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ce terme-là employé par un ministre? Je comprends pas. Moi, je suis victime, moi, il n'est pas venu me voir. J'ai rien demandé, moi, à la base. 2 mois après, plus que les coups, ce que Michel Zecler retient surtout, c'est la motivation raciste qui pour lui est évidente. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu un noir habillé avec un sweat à capuche et une veste en cuir. Et à partir de ce moment-là, c'est un problème dans leur tête à eux. C'était pas un problème pour tout le monde, mais pour eux, ça a été un problème. Si vous pouviez discuter avec les 3 policiers, vous leur diriez quoi? Pourquoi?
pourquoi vous m'avez agressé? Je leur dirais aussi, vu que par la force des choses, ils ont fini par avouer la vérité, donc qu'ils ont abusé en me mettant des coups, qu'ils ont été un petit peu loin, qu'ils demandent des excuses, tout ça, avouez aussi ce qu'on ne peut pas entendre sur la vidéo. Avouez que les insultes, ces insultes-là m'ont fait plus mal que les coups. Vous me regardez dans les yeux, on est en 2020, et vous me traitez de sale nègre. Moi, personnellement, je ne suis pas un sale nègre. C'est ce qu'ils m'ont dit en me regardant dans les yeux. Assumez ce truc-là aussi. Parce que c'est très grave. C'est bon maintenant, vous avez menti sur tout, sur toute la longueur. Là, vous êtes pris la main dans le sac. Reconnaissez vos torts. Puis j'ai envie de dire aussi à ceux qui les défendent, parce que honnêtement, ça, j'arrive pas à le comprendre. Les gens qui défendent ces policiers-là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Les gens qui... je lis des choses où je me dis comment on arrive en tant que Français à se dire, à trouver des circonstances. Ah oui, mais il a dû sans doute faire un truc avant. Qu'est-ce que j'aurais fait avant pour mériter ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avant pour mériter ça? On attend que les gens passent, on ferme la porte, et puis on massacre ce sale nègre, parce que c'est les termes qu'ils ont employés. Comment vous pouvez essayer de défendre des gens comme ça? Non, même si c'est des collègues, vous avez merdé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de collègues à eux qui disent, à cause de ces gens-là, on a honte d'être policier. Mais vous ne devriez pas avoir honte d'être policier, il faut juste les dégager, ceux-là. Alors, on précise que les policiers poursuivis démentent avoir tenu des propos racistes. Mais dans cette affaire, il y a un élément qui a particulièrement choqué. Ce sont les 6 jours d'ITT que le médecin qui a examiné Michel Zecler en garde à vue a décidé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il en a 30 fois plus, puisqu'il a 180 jours d'ITT. Après, moi, sur le coup, 6 jours d'ITT, honnêtement, ça ne m'a pas choqué, je ne savais pas, en fait. Donc moi, il me dit 6 jours d'ITT, finalement, c'est un médecin qui est en face de moi, ou en tout cas quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Donc, quelque part, il y a cette confiance aussi où je me dis, ben, c'est peut-être normal, en fait. Après, où j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand j'ai vu qu'il a donné 5 jours aux policiers. Et là, ben, j'ai commencé à me poser des questions. Et finalement, tout ce que ça fait, c'est que ça fait peur, en fait. Aujourd'hui, Michel Zecler ne sait toujours pas pourquoi ces policiers l'ont agressé. Est-ce que vous savez pourquoi, ce soir-là, ils s'en sont pris à vous? Aujourd'hui, je ne le sais toujours pas, c'est pour ça que j'attends la confrontation au final. En même temps, je vous dis ça, je l'attends sans l'attendre en vrai, parce que comment ça va se passer quand je vais me retrouver face à eux? Je ne sais pas, vu que je vois, que je me redécouvre carrément intérieurement. Donc je ne sais pas déjà comment je peux vivre ça. Michel Zecler a une autre interrogation. Lorsqu'il a été interpellé à l'extérieur de son studio, il a été de nouveau tabassé devant plus d'une dizaine de policiers qui ne sont pas intervenus et aucun d'entre eux n'a pour l'heure été inquiété par la justice. La loi, après je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il y a un truc non-assistance à personne en danger, chose que j'étais à ce moment-là, menotté. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Et je trouve que c'est pas normal, par exemple, que personne n'ait été inquiété par rapport à ça. Je trouve que c'est pas normal que des policiers qui sont là pour nous défendre puissent assister à un tabassage d'une personne, même sans savoir l'histoire. On va voir son collègue, qu'est-ce que tu fais? Arrête, il est menotté. Il n'y a plus de danger, finalement. Pourquoi tu continues à le tabasser? Malgré cette agression, Michel Zecler n'a aucune amertume. S'il reconnaît qu'il y a un problème avec les violences policières et la confiance rompue entre la police et la population, il insiste vraiment pour dire qu'il ne faut pas généraliser. Moi, vraiment, je ne mets pas tous les policiers dans le même sac. J'ai énormément de messages via les réseaux de policiers qui me disent je suis désolé, alors qu'ils n'ont rien à voir. Qui me disent, et puis d'ailleurs, même dans les reportages aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de policiers qui dénoncent aussi les mauvais policiers qu'il y a autour d'eux. Michel Zecler attend une chose aujourd'hui, c'est que les policiers soient jugés et punis comme lui l'aurait été s'il s'était rendu coupable des mêmes faits. Vous savez,
la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, au final. On est là-dedans. Donc la liberté, je la savoure aujourd'hui. La fraternité, ben, honnêtement, je la ressens de plus en plus parce que le soutien que m'apporte tout le monde est assez incroyable. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça m'aide beaucoup aussi à tenir. Ben, je voudrais que l'égalité soit pareille. Vous attendez quoi aujourd'hui? J'aimerais me retrouver moi déjà. Et puis j'aimerais que justice se fasse. Vraiment. J'aimerais qu'on puisse être fier à se dire que quand quelqu'un faute, il est puni, qui que ce soit. Là, malheureusement, on parle de policiers, c'est 2 fois plus grave. L'égalité. Il faut qu'on puisse se dire que les valeurs de la France sont respectées. Michel Zecler parle de justice. Justement, où en est l'enquête aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 4 policiers sont poursuivis par la justice, les 3 qui l'ont frappé dans le local et un 4e pour avoir lancé une grenade lacrymogène. Ce qu'ils attendent aujourd'hui et ce qui devrait arriver prochainement, c'est une confrontation avec les policiers. Mais la procédure, elle sera longue. Et c'est d'ailleurs pour ça que son entourage a lancé une cagnotte pour avancer les frais de justice et les frais médicaux. Merci David, on continuera à suivre cette affaire dans Mediapart. Sans transition, l'investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis avec notre invitée Maya Kandel. Bonsoir Maya Kandel, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes historienne, chercheuse à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste des États-Unis. Ça y est, Trump, c'est fini. En tout cas, sa présidence. 45th President of the United States and First Lady Melania Trump walking to Marine One for their last ride. Il a quitté la Maison-Blanche il y a quelques heures. Au revoir. Et plutôt, c'était son staff qui faisait ses cartons avant de quitter le cœur du pouvoir. Maya Kandel, quel héritage laisse Trump derrière lui? Alors, c'est toute la question. Mais ce qu'on a vu déjà, on voit déjà avec cette inauguration qui ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'il laisse donc cet héritage-là d'abord, c'est-à-dire une capitale qui ressemble à la Green Zone de Bagdad en Irak. Et puis surtout cet assaut du Capitole il y a 2 semaines, je crois que ça aussi c'est l'héritage Trump. Et je ne vais pas revenir complètement là-dessus, mais il faut quand même rappeler la gravité symbolique et politique de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire un président américain qui a incité, encouragé ses partisans à prendre d'assaut l'institution du peuple pour perturber ce qui est quand même le cœur du processus démocratique, la certification des élections. Et tout ça après 3 mois de ce que les Américains appellent déjà le big lie, le grand mensonge, qui était même annoncé depuis l'été dernier, c'est-à-dire Trump qui avait dit « si je perds, c'est qu'il y aura eu fraude ». Et ça, c'est peut-être la partie la plus grave de son héritage, c'est qu'il laisse un pays ultra divisé, polarisé, mais avec aussi près des 2 tiers, 70% des républicains, et donc une bonne part du pays, qui considèrent Biden comme un président illégitime, qui pensent que Trump a gagné l'élection. Alors justement, Joe Biden et Kamala Harris sont à quelques minutes d'être investis au moment où on enregistre l'émission. Cette cérémonie d'investiture, elle est hors norme à double titre. Le Covid empêche les Américains d'être là, alors des drapeaux tapissent la pelouse du Capitole pour les représenter. Ce même Capitole, vous l'avez dit, qui a été envahi il y a pile 2 semaines par des pro-Trump. La ville ressemble donc, la comparaison vaut le coup à la Green Zone de Bagdad. La ville est totalement cadenassée. On retrouve sur place notre journaliste Alexis Buisson. Salut Alexis, c'est donc une investiture sous très haute surveillance à laquelle tu assistes d'un peu loin. Oui, sous très haute surveillance, en effet, Valentine. Alors, je suis à la fois loin et près du Capitole. Près parce que nous sommes simplement à une dizaine de minutes à pied, en temps normal, bien sûr, mais loin parce que, comme vous le voyez peut-être derrière moi, le bâtiment est derrière plusieurs rangées de grillages avec des barbelés. Derrière, on aperçoit de nombreux militaires armés qui gardent la zone. Beaucoup de policiers aussi qui demandent aux journalistes et aux quelques curieux qui commencent finalement à arriver au compte-gouttes ici de rester sur le trottoir. Alors, vous le disiez, c'est à l'image de la présence militaire énorme dans le centre-ville, Valentine, un centre-ville qui est devenu une sorte de zone militaire avec grillage, barrières, checkpoint.
rues bloquées par des camions de chantier. Je rappelle qu'il y a 25 000 réservistes qui se trouvent aujourd'hui dans la capitale fédérale américaine. C'est plus que le nombre de militaires américains présents en Syrie, en Afghanistan et en Irak réunis. C'est inédit, même pour une ville qui est habituée à une très forte présence militaire, Valentine. Alors, jusqu'à présent, la situation est calme. Il y a eu 3 arrestations ces derniers jours d'individus interpellés à des checkpoints avec des armes qui n'étaient pas autorisées. Même les militaires que vous voyez autour de moi ou derrière moi ici sont passés au crible. Le FBI, je le rappelle, a entrepris la tâche énorme de contrôler les 25 000 réservistes présents aujourd'hui pour déceler d'éventuels signes d'extrémisme. C'est une tâche monumentale. En tout cas, à Washington, ville très démocrate, Donald Trump ne sera pas regretté. Hier, plusieurs personnes se sont rassemblées près de la Maison-Blanche, à la Black Lives Matter Plaza, pour lui dire au revoir avec des pancartes appelant à sa destitution, entre autres amabilités. Les supporters de Donald Trump, eux, sont restés plutôt discrets ces derniers jours. J'en ai rencontré en dehors de Washington lors d'un rassemblement pro-armes organisé en Virginie. On écoute Thomas Speciali, un électeur de Donald Trump. Any Democrat, they'll say, yep, we need to get rid of the Electoral College. And then you say, well, then after that, they got to take away the guns. And they're like, yep, we got to take away the guns, right? You agree, right? And then, well, then the third thing you want to do is you want to go after what they call hate speech. Hate speech is basically anything they don't like, right? That's called hate speech. Well, but if you then sum it up and you say, well, what you want then is a popularly elected president, a disarmed citizenry, and an inability to speak out against your government. Oh, and they go, oh, well, that's not what we mean. And I'm like, well, that's what you're advocating for, okay? Donc des propos recueillis par notre journaliste Alexis Buisson sur place. Quand on entend cet électeur de Trump, on comprend qu'il a perdu Trump, même s'il ne l'admet toujours pas, mais qu'il dispose d'un vivier de partisans particulièrement habité, motivé, sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour d'éventuelles futures activités politiques, car il semble prévoir d'en avoir. Voici ce qu'il a dit hier au cours de sa dernière déclaration à la Maison-Blanche. 4 years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck. I want you to know that the movement we started is only just beginning. Il parle de mouvement initié. Le Wall Street Journal révèle qu'il veut fonder un parti qui s'appellerait les Patriotes. Est-ce qu'il peut devenir une troisième force politique dans le pays qui compterait ? Alors, il y a énormément d'incertitudes sur ce qui va se passer effectivement avec Trump. D'abord, il y a quand même la question de son avenir judiciaire. Enfin, je le dis mal, mais qu'est-ce qui va se passer en termes de poursuite ? Alors, d'abord, il y a la procédure de destitution qui va se poursuivre, a priori, au Sénat, qui pourrait mener à son éventuelle inéligibilité, auquel cas, son avenir politique, en tout cas, il ne pourrait pas briguer un autre mandat. Ensuite, il y a, et ça, je pense que c'est aussi, voire plus important, tout ce qui va se passer avec tous les procès, toutes les poursuites en cours sur ces affaires. Et là, il est moins protégé. Il y a tout un tas de nouvelles qui sont sorties ces derniers jours, son lâchage par la Deutsche Bank. Enfin bon, voilà. Donc il y a quand même, on sait qu'il a il y a quelques affaires un peu inquiétantes pour lui. Des comptes assez véreux dans ses business, etc. Et puis, la grande question politique aux États-Unis, effectivement, et ça c'est une question qu'on a passé 4 ans à se poser, et là il faut revenir à la prise du Parti républicain par Trump en 2016. En 2016, l'establishment du Parti républicain, tous les élus au Congrès étaient contre Trump. C'était vraiment tout sauf Trump. Il y a même des montages maintenant où on voit McConnell, Graham, tous ses soutiens aujourd'hui. Enfin, McConnell a un peu changé, mais au dernier moment. Voilà, mais qui disait tout le mal qu'il pensait de lui. Et puis ensuite, il est devenu le candidat. Il a été élu, et à partir de là, le Parti républicain, en tout cas l'establishment et les élus, a décidé de s'en accommoder pour faire avancer aussi leur propre
agenda, voilà, priorité politique, etc. Et tout en refusant de commenter ce qu'il disait, son dernier tweet, ah non, je l'ai pas vu. Enfin voilà, il y avait cette espèce de, oui, bon, il est un peu excessif, mais sur une ligne de crête assez compliquée à tenir. Finalement, ça a quand même assez bien marché. Pendant ces 4 ans, McConnell est très content. Il a pu confirmer par le Sénat un nombre record de juges. Bon, je parle même pas de la Cour suprême, qui est là une majorité conservatrice très solide et qui va peser d'ailleurs sur Biden. Sur la présidence Biden. Mais enfin voilà. Et puis aujourd'hui, en fait, ce qu'on a vu aussi le 6 janvier, sans rentrer trop dans les détails, c'est que Trump a appelé à refuser de certifier la victoire de Biden. Et en fait, à la Chambre des représentants, donc la moitié du Congrès, les 2/3 du groupe républicain l'ont suivi. Et donc là, on voit déjà qu'on a une partie du Parti républicain qui reste, et en particulier tous les nouveaux élus, vous savez, il y a les élus QAnon à la Chambre, etc. Eux, ils sont sur une ligne trumpiste. Il pourrait faire sécession, ou scission plutôt, et rejoindre Trump et puis laisser le Parti républicain sur une ligne un peu moins radicale. En fait, il y a 2 choses, parce qu'au niveau de l'idéologie, ça convient tout à fait à beaucoup à l'ensemble du Parti républicain. Il y en a beaucoup qui aimeraient continuer sur ces lignes, nationalisme religieux, un espèce de conservatisme, et puis aussi une dimension quand même, maintenant je pense qu'on peut dire illibérale au sens de antidémocratique quand même, parce que vu ce qui s'est passé le 6 janvier. Et puis, mais en fait là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une scission entre des républicains qui acceptent la réalité, en fait, et donc McConnell qui dit non, mais Biden a gagné l'élection, et puis une frange des républicains qui suit Trump dans cette espèce de réalité alternative. C'est ce que disait sa conseillère, sa chargée de com au tout début de la présidence, Kellyanne Conway, qui parlait de faits alternatifs. Et en fait, ça a vraiment donné le ton de cette présidence. Et la question de fond, en fait, qui est la question que aussi les politistes chercheurs se posent, c'est Trump, il a réussi à mobiliser des électeurs, et en particulier des électeurs qui ne votaient pas. Et c'est cette coalition Trump qui définit aussi le Trumpisme. Trumpisme, c'est la rencontre entre des idées et un socle électoral, en fait. Et en fait, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ces électeurs, ils suivent avant tout Trump, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, etc. Ou est-ce que quelqu'un d'autre peut les mobiliser ? Et je crois qu'un autre point, moi, que j'ai trouvé très important dans ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est qu'on a vu ce jeune sénateur, Josh Hawley, qui est le plus jeune sénateur républicain, qui a complètement embrassé le trumpisme. Il y avait une grande messe nationaliste l'été 2019 à Washington autour d'un auteur qui a écrit un livre sur le nationalisme et qui revendique vraiment ça, un nationalisme religieux chrétien. Et le seul homme politique qui était là, c'était ce fameux Josh Hawley. Et en fait, je crois que ce que Hawley, qui s'est mis vraiment, c'est lui qu'on a vu passer devant les partisans avec son poing levé, lui, il a tenté une espèce d'OPA sur cette base trumpiste, en pariant un peu sur le fait que Trump quand même ne se représenterait pas en 2024 et en essayant de récupérer en fait ces électeurs-là. Donc pas vraiment répondu exactement à votre question. Le problème de fonder un autre parti, c'est que dans un système comme le système américain, en fait, il n'y a pas d'espace pour un tiers parti. Donc moi, je verrais plutôt, à la limite, soit peut-être des départs, des républicains qui deviennent indépendants, parce que j'ai quand même l'impression que le cœur de ce parti reste trumpiste. Avant de partir, Donald Trump, vous l'avez dit, il a pas mal de casseroles. Alors, il n'a pas pu se gracier lui-même, mais il a gracié 143 personnes. Et ces grâces semblent dire ce qu'était son mandat. Je donne un exemple. Il gracie Steve Bannon, son ancien conseiller, adoré des complotistes et de la frange suprémaciste, et surtout accusé d'avoir détourné de l'argent, beaucoup d'argent. Jusqu'au bout, en fait, Trump imprime une espèce de signature, de décomplexion totale. Ça symbolise bien, en plus, cette espèce de
national-populisme qui prétend agir pour défendre ses déclassés de la mondialisation, ses perdants, etc. Et qui a promis de drain the swamp, c'est drainer le marécage à Washington. Et puis qui en fait sont des plutocrates qui... Bannon, il faut rappeler quand même de quoi il était accusé. Il était accusé d'avoir monté un faux système pour récolter, il en a récolté beaucoup, récolter de l'argent auprès d'électeurs trumpistes pour financer le fameux mur, et en fait cet argent n'était pas du tout destiné à ça. Donc il y a cette espèce de caricature, exactement, et il y a beaucoup de gens dans ceux qui sont graciés qui sont sur des délits comme ça, de corruption. Il y a des proches accusés d'être impliqués dans l'affaire d'ingérence russe. Il y a aussi cet aspect-là, oui. Il y a le rappeur Lil Wayne, ça peut paraître étonnant, mais comme il l'avait soutenu, il y a un côté retour d'ascenseur. C'est quelqu'un qui était poursuivi pour port d'armes. On a un peu les marqueurs de oui, puis on a vu ces derniers jours, semaines, même des proches de cercles rapprochés de Trump monnayer l'accès au président pour avoir accès à ces grâces présidentielles de dernière minute. Donc c'est vraiment, en effet, à l'image de la présidence. Bon. Parlons d'autre chose. Parlons de l'homme du jour quand même, Joe Biden. Hier, avant son départ de son fief dans le Delaware, voilà ce qu'il a déclaré. Il a un peu donné le ton. You know, it's kind of emotional for me. But look, you were with me my whole career, and through the good times and the bad. I want to thank you for everything. To my fellow Delawareans, on behalf of the entire Biden family that's here today, I want to express how much you mean to me and to every one of us. I know these are dark times, but there's always light. That's what makes this state so special. That's what it taught me. It taught me the most. There's always light. Un message d'espoir, donc la lumière, c'est ça qu'il veut imposer. Est-ce que ça va suffire ? Alors, est-ce que ça va suffire ? C'est pas sûr. Je crois que l'Amérique est vraiment... Enfin, les États-Unis, là, sont dans un état de division, de polarisation. Et puis, ils ont été extrêmement durement touchés par la crise, la pandémie du Covid et la récession qui a suivi. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que... la candidature Biden a vraiment été transformée dans cette année 2020, notamment avec le ralliement clair et sincère de Sanders, avec ses groupes de travail, cette intégration de l'aile progressiste des démocrates dans le programme et de leurs priorités et toutes choses qu'on voit aussi dans les nominations aujourd'hui. Mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que finalement Biden, quand il avait lancé sa candidature et avant tous ces événements, il était déjà sur cette ligne, il se présentait un peu comme le guérisseur, celui qui allait pouvoir unir de nouveau ce pays, restaurer l'âme de l'Amérique. Et en fait, finalement, son message n'a pas bougé d'un iota sur ce message de fond. Mais effectivement, il a une tâche particulièrement ardue devant lui. Est-ce que passer après Trump, pour Biden, c'est une aubaine ? C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire pire, ou est-ce que ces 4 années de Trumpisme ont fait des dégâts tels que ça va être très compliqué de réparer ça ? Alors, une aubaine, ce serait une aubaine pour personne. Après, la seule chose dans le cas de Biden, je ne sais pas si sa candidature aurait... Enfin, je ne sais pas s'il aurait été le candidat des démocrates s'il n'y avait pas eu ces 4 ans de Trump. Enfin, Biden, c'est quand même quelqu'un qui a 78 ans et qui a commencé sa carrière politique en 1972, quand même. Il a un bagage incroyable. Alors, il a une énorme expérience, mais par rapport à ces mouvements de fond qu'on voit aux États-Unis, qui font penser à ce qui se passe aussi en Europe, mais de contestation, je vais encore dire populiste par facilité, des deux côtés. Il y a ce paradoxe de Biden qui est vraiment l'espèce de symbole de l'establishment et qui en même temps porte ce parti démocrate qui a vraiment profondément évolué ces dernières années, à l'image de l'Amérique d'ailleurs. À ses côtés, il y a une vice-présidente, Kamala Harris, pour la première fois, une femme donc, une femme noire. Qu'est-ce qu'elle apporte à Biden qu'il n'a pas au-delà du symbole ?
Alors, beaucoup de choses, parce que je crois que le symbole est quand même très important. Et on est toujours dans ce côté de guérir, etc., réunifier. Donc, le symbole est très important. Et en plus, quand même, Biden, d'ailleurs, quand il a fait son discours de victoire, là, début novembre, il a eu ses premières paroles et des mots très forts pour les Noirs américains. Il a vraiment dit « Vous m'avez toujours soutenu et je serai là pour vous ». Donc déjà, à travers les manifestations Black Lives Matter, tout ce mouvement vraiment énorme qu'il y a eu aux États-Unis et qui était vraiment un mouvement de fond. On a vu des manifestations, moi j'ai trouvé ça très frappant, y compris au fin fond du Midwest, dans les petites villes du Texas. C'était pas la caricature qu'on a pu en voir ensuite. Et donc, à ce moment-là, il y avait une espèce d'évidence qu'il fallait du symbole, il fallait une femme et il fallait une femme noire. Au-delà, Kamala Harris, bon, c'est quand même quelqu'un de vraiment brillant. C'est pas que une femme noire, parce qu'elle a aussi tout ce background d'immigration. Donc elle est aussi des Caraïbes, asiatiques. Enfin bon, il y a tout ce symbole-là qui est très fort. Ensuite, ce qui était un peu, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à ce que je disais avant sur les progressistes, c'est que Kamala Harris, c'est plutôt une centriste. C'est quelqu'un qui a fait notamment carrière comme procureur en Californie et qui était plutôt sur une ligne assez dure, assez ferme. Et donc, on va voir comment elle gère aussi cette question de justice raciale qui va être au cœur de l'agenda et des priorités de Biden. Alors, cette nouvelle administration Biden, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. On va dire qu'il y a un mélange entre l'ancien et le nouveau. D'abord, au poste clé, une grande majorité d'hommes qui ont, pour beaucoup, officié aux avant-postes sous l'administration Obama. John Kerry devient envoyé spécial du président pour le climat. Il était secrétaire d'État sous Obama. Le ministère des Affaires étrangères, c'est désormais occupé par Anthony Blinken, adjoint de Kerry sous Obama. Le nouveau ministre de la Justice, Merrick Garland, qu'Obama avait tenté de nommer à la Cour suprême à la fin de son mandat. Le futur conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Le nouveau patron de la CIA, William Burns, tous deux des anciens de l'administration Obama, qui avaient d'ailleurs joué un rôle clé dans la négociation de l'accord nucléaire iranien. Et puis une femme quand même dans les postes clés avec Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, qui était sous Obama à la réserve fédérale. À noter pas mal de premières quand même. On peut signaler le premier chef noir du Pentagone, le général Lloyd Austin, Alejandro Mayorkas, nouveau patron du secrétariat à la sécurité nationale et donc chargé de la politique migratoire. Alors certes, il a officié sous Obama, mais c'est un hispanique et ça c'est inédit. Et c'est important parce que beaucoup de sans-papiers ou d'immigrés sont hispaniques. Le nouveau ministre des Transports, Pete Buttigieg, un centriste, certes, mais un premier ministre ouvertement gay dans l'histoire américaine. Et puis enfin, Rachel Levine, numéro 2 du ministère de la Santé, première personne trans nommée dans un gouvernement. Enfin, à noter, peu de figures du mouvement progressiste, la gauche démocrate, à part Deb Haaland, secrétaire d'État à l'Intérieur et première ministre native américaine. Et Michael Reagan, premier noir à la tête de l'Agence de l'environnement, agence totalement démantelée par Trump, une nomination qui a été saluée par le mouvement climat. Est-ce qu'il y a des choses qui sont surprenantes dans ces nominations ? Alors, sur ces nominations, bon, vous avez raison de pointer tous ces la première image là que vous avez montrée. Ouais, bon, en fait, il y a plusieurs choses, je crois, qui ont guidé la survivance de l'époque Obama. Voilà. D'abord, Biden, donc il y a cette idée de réparer les dégâts de Trump, à la fois en politique intérieure, mais aussi en politique étrangère. Et donc, il voulait à la fois nommer des gens expérimentés. Alors, expérimentés, du coup, c'est simple, les démocrates qui ont une expérience aujourd'hui, ils ont travaillé dans la dernière administration démocrate, qui était celle d'Obama. Donc ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire exactement la même chose. Hein. C'est tous des gens qui ont beaucoup... là, je passe mon temps à lire tout ce qu'ils ont écrit. Ils ont beaucoup écrit, ils ont beaucoup réfléchi. Ils ont fait des task force pour essayer de comprendre pourquoi Trump avait gagné, qu'est-ce qui ne va pas dans la politique étrangère américaine, etc. Donc c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que Biden, c'est vraiment quelqu'un, c'est un peu bon, je sais pas si c'est un peu le Chirac de la vie politique américaine. C'est le côté, il est sympa, il est dans les relations humaines, etc. Il voulait travailler avec des proches.
il aime travailler avec des gens avec qui il est à l'aise. Donc, au poste comme ça, notamment sur la politique étrangère, il a nommé des gens avec qui il travaille depuis 10, 20, 30 ans. Et puis, sur le cas du Pentagone, c'est intéressant. Il a travaillé, en fait, avec le secrétaire au Pentagone, qui est nommé, là, Austin. Il a travaillé avec lui sous Obama quand il s'occupait de désengager les troupes américaines d'Irak. Donc, c'est toujours des gens qu'il connaît. Ensuite, la deuxième chose qu'il a guidé, et ça c'est très important, il y a une espèce de proverbe dans la gauche américaine qui est de dire « personnel is policy ». Donc c'est les gens qui sont nommés, c'est important. Et il a voulu nommer une équipe à l'image de l'Amérique aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment un des objectifs et il a tenu sa promesse à ce niveau-là. Et je pense que c'est très important. Encore une fois, on est aussi dans le symbole, mais pas seulement. Alors, dans le symbole, mais pas seulement, en tout cas pour la gauche du Parti démocrate. Ah, je voulais ajouter, oui, là-dessus, pardon. Oui, alors on y vient justement. La gauche du Parti démocrate, elle est certes minoritaire au sein du parti, mais elle est bien décidée à jouer le rapport de force. Ça a déjà commencé. Hier, l'élu au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, a mis la pression sur Joe Biden pour qu'il prenne des mesures d'aide sur le Covid à la hauteur. $2,000 checks, is that also a priority? Yes, it is a priority. We are fighting, the first thing that's on the table, I think, is a real COVID relief package, because people didn't get a real COVID relief package. $600 is a joke. And so what we're fighting for is for retroactive unemployment, for $2,000 checks, for expanded state and local funding, so schools can actually be funded to do the retrofits that they need to be healthy. We can fund mass testing and tracing. All of it. All of it. De même, le sénateur Bernie Sanders, qui va diriger la commission du budget au Sénat, donc centrale dans le dispositif, a tweeté: à cause des inégalités massives de revenus et de richesses, des dizaines de millions d'Américains travaillent pour des salaires de misère. Nous devons augmenter le salaire minimum à un niveau qui permet de vivre au moins $15 de l'heure. Plus d'excuses, nous devons agir maintenant. Voilà, les coups de pression de deux figures de la gauche du parti. Est-ce que Biden va pouvoir les satisfaire? Alors, déjà, il a déjà intégré une bonne partie de la plateforme, ou en tout cas des priorités progressistes, dans son programme. Ça, c'était le produit des groupes de travail cet été. Et par exemple, John Kerry, donc il a été nommé sur le climat. Le groupe de travail qui présidait sur le climat, il le co-présidait avec Alexandria Ocasio-Cortez. Et le Sunrise Movement avait donné sa bénédiction au programme qui en est sorti. Donc ça, c'est la première chose. Le programme a intégré ses priorités progressistes. Et par ailleurs, dans l'équipe, il y a quand même aussi des progressistes. Vous avez évoqué Michael Reagan. Il y a aussi la représentante au commerce. Et en fait, après, sur les postes qui sont en dessous, et qui sont souvent les postes importants, parce que c'est là que se fait le travail concret, il y a eu quand même pas mal de progressistes. Après, évidemment, là, on a, en plus, après les élections qui ont lieu aussi au Congrès en 2020, les démocrates ont plutôt perdu des sièges, mais ils ont plutôt perdu des sièges détenus par leur mouvance plus centriste. Donc, en fait, concrètement, on a, pour la première fois, le caucus, le groupe progressiste, qui est plus important à la Chambre que le groupe des New Democrats, qui est plutôt le groupe plus centriste. Donc ils peuvent peser. Donc ils vont énormément peser, ça c'est certain. Ils vont d'autant plus peser que les marges sont étroites. C'est-à-dire qu'il y a 4 voix de majorité à la Chambre, c'est peu. Il y a le Sénat qui est à 50-50 avec la voix de Kamala Harris qui fait la différence. Donc là aussi, il y a une nécessité d'avoir tous les démocrates à bord de priorité. Donc oui, il va y avoir des pressions et c'est pas anodin. La priorité, cette gauche américaine était unie sur l'objectif de défaire Trump, de vaincre Trump. Ça, ils ont réussi. C'est pas un hasard si on entend Alexandria Ocasio-Cortez et Sanders aujourd'hui, quand Biden prend ses fonctions. Sur la politique étrangère, avec Trump, le Make America Great Again, c'était plutôt le Make America Alone. Est-ce que ça, c'est la fin de ça? C'est la fin de l'isolement de l'Amérique avec le reste du monde?
C'est sûr que sur la politique étrangère, Trump a été vraiment une rupture sur pas mal de points qui étaient des constantes de l'action internationale des États-Unis. Et Biden arrive vraiment en voulant réparer les dégâts que Trump a fait sur la scène internationale. Et ils sont très visibles. Si on fait un bilan de Trump et qu'on se demande est-ce qu'il a plutôt augmenté la puissance américaine ou affaibli la position américaine, je crois que la réponse est assez rapide. Donc là où et puis, il y a des points où ils s'opposent diamétralement. America First, en fait, une des lignes directrices de l'approche de Trump, c'était une approche unilatéraliste, c'était un rejet du principe même de la coopération internationale, donc un rejet du multilatéralisme. Les États-Unis se sont retirés d'institutions internationales, de beaucoup de traités, d'accords, etc. Et puis, il y avait aussi ce point de vue de Trump qui était de dire que les alliés, les alliances, tout ça, en fait, était le cœur du problème pour les États-Unis, que les alliés profitaient des largesses américaines, etc. Et Biden, les démocrates, c'est vraiment l'inverse, c'est de dire même les alliés sont le principal avantage des États-Unis sur la scène internationale par rapport à la Chine ou à la Russie qui ne sont que partenaires entre eux. Et donc là, on a vraiment un contre-pied. Et puis même avec cette idée que comme il y a quand même un déclin relatif de la puissance américaine dans le monde, en fait, à la limite, les États-Unis n'ont jamais eu autant besoin d'alliés et de partenaires, notamment par rapport à ce qui est un de leurs grands défis, qui est l'ascension de la puissance chinoise, et puis aussi, par définition, sur ce qui est le défi existentiel. La première menace dans le programme démocrate, c'est le changement climatique. Et là, par définition, c'est un enjeu global qu'un pays ne peut pas résoudre seul ou en bilatéral. Merci Maya Kandel, vous êtes historienne spécialisée des États-Unis, chercheuse associée à l'Université Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Merci d'être passée dans À l'air libre. Tout de suite, le 24 heures. Petit récap de ce que vous pouvez trouver sur Mediapart dans ces dernières 24 heures. À l'occasion des 10 ans à la tête du Rassemblement national de Marine Le Pen, Lucie Delaporte dresse un bilan. 10 ans où la dédiabolisation a été vantée et mise à toutes les sauces. Une escroquerie selon notre journaliste. Les suites de l'enquête sur le syndicat Avenir Lycéen par Antione Rouget, il révèle que certains anciens dirigeants du syndicat pro-Blanquer tentent de créer un nouveau mouvement en pleine enquête ministérielle sur sa gestion financière. Ils ne perdent pas de temps. Alors que le mouvement MeToo Inceste prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux à la suite du livre de Camille Kouchner, Lénaïque Bredou, notre gender editor, a interrogé l'historienne Fabienne Giuliani. Elle rappelle comment, depuis la fin du 19e siècle, on a peu à peu discrédité la parole des enfants et justifié le pire. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci, bonne soirée, salut.